Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à cette nouvelle édition de Face à Face où nous confrontons les personnalités publiques à l'actualité brûlante. Et aujourd'hui, nous aurons sur ce plateau un invité spécial, une personnalité quelquefois controversée et parfois aussi admirée par le public ou le peuple. Il s'agit du président du Parti républicain en la personne du docteur Georges Gilbert Baola. Bonsoir, président. Bonsoir, bonsoir à toute l'équipe de Carrefour et à son promoteur, le docteur Moulou, que je salue, et je salue Fumban. Je n'ai pas oublié Ngomaka, je salue Etoudi, assurément, le chef de l'État et son épouse vont déguster cette émission. C'est un honneur pour nous de vous recevoir, c'est la première fois dans Face à Face. Notamment. Alors, chers téléspectateurs, vous serez avec nous pendant près d'une heure pour regarder et écouter les propos du docteur Georges Gilbert Baola. Nous allons d'abord, pour commencer, à regarder ce reportage, ce portrait ou encore cette biographie de Georges Gilbert Baola faite par Diane-Laure Miseko. Avec un look soigneusement travaillé, le docteur Georges Gilbert Baola, président du Parti républicain, est un homme politique discret, mais compétent et efficace. Fils d'Elisabeth Baola, il est connu de tous comme étant le fils aîné du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. En tant que fils du créateur et fondateur du système gouvernemental du renouveau, il a hérité de son sens de l'État et de sa volonté de servir le peuple camerounais. Sa discrétion professionnelle et sa compétence sont des atouts pour mener à bien les projets de la renouvocratie. Le docteur Baola est en étroite symbiose avec les membres du gouvernement afin d'impulser la démocratie au Cameroun. Aujourd'hui, les membres du gouvernement peuvent compter sur son engagement et son dévouement pour atteindre les objectifs fixés. Cette collaboration avec ceux-ci est essentielle pour mener à bien les projets du renouveau, à savoir la modernisation du Cameroun et l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. Acteur clé de cette initiative, le docteur Georges Gilbert Baola se bat au quotidien pour un retour de la citoyenneté diasporienne dans le but de contribuer au développement du pays. Tout comme son paternel, il promeut le retour actif de la diaspora camerounaise. Il n'a de cesse de rappeler l'initiative historique de son père qui a lancé dès 1982 le chantier du retour des Camerounais de la diaspora avec pour objectif de mobiliser leurs compétences dans les secteurs divers tels que l'université, l'administration, le social, l'économie et les sciences. Engagé dans cette vision depuis ses débuts, le docteur Gilbert Baola n'oublie d'exprimer sa satisfaction quant aux résultats obtenus jusqu'à présent, tout en saluant l'engagement et le patriotisme élevé de la diaspora camerounaise qui a répondu favorablement à son appel. Attiré par la communication, il a fait irruption dans ce secteur en devenant promoteur de l'organe de presse Le Démenti où il a recruté des jeunes dont la figure principale est Jean-Pierre Amougou Belinga. Malheureusement ou bien heureusement, cette implication dans la presse reste du passé, mais c'est pas pour autant qu'il arrête de fréquenter les plateaux de télévision, les studios radio ou encore fait la une des journaux. Comme tout être vivant, le docteur Georges Gilbert Baola a vécu des tumultes dans sa vie. Le 7 avril 2007, il fut arrêté et condamné à 6 mois de prison à la prison centrale de Kondengui avec une amende de 500 000 francs CFA. C'est le même destin qui lui vaut une autre condamnation en 2019 à 2 ans de prison avec 25 millions de francs CFA à reverser. Au-delà de cet acharnement du destin, il reste un homme intègre, assumant ainsi toutes ses responsabilités. Aimable père de famille, Dr Gilbert Baola a toujours su allier tous les aspects de sa vie. Homme très spirituel, il ne faillit pas à ce principe qui dit de mettre Dieu au devant de tout. C'est un patriarche avéré, un homme respectable qui a autour de lui une nombreuse descendance. Il a alors su s'imposer dans la sphère politique camerounaise et est considéré comme un allié indéfectible du parti au pouvoir et de son illustre président. Dr Gilbert Baola est un homme à la carrure imposante avec des valeurs sûres. Alors, docteur Baola, vous avez regardé ce reportage. Quel avis pouvez-vous donner après ce récit de Diane-Laure Miseko? Je veux déjà dire que dans le sens réel,
C'est un reportage qui survole à un quart de ma vie professionnelle. Parce que quand je dis un quart, ça veut dire que je me dis, bon, si il faut aller en profondeur, il y a un certain nombre de choses qui devraient être dites. La deuxième des choses, il y a un certain nombre d'informations sur le plan judiciaire qu'il faut voir, parce que c'était pas une amende de 25 millions, ça c'est clair. C'était une amende, une pécuniaire. De combien de francs? J'étais dans les... Je veux bien me dire 1 million quelque chose. Hein. 1 million, je le rappelle, 1,2 million quelque chose. Donc, c'était pas du tout cela, parce que vous savez, il y a un tintamarre qui se fait souvent à travers le tribunal, entre ceux qui apprécient et le rectorat judiciaire aujourd'hui bénéficie de l'opacité d'un certain nombre de défenseurs. Parfois, les avocats deviennent des tribunes, je voulais dire, gestatives. Et ils deviennent subitement, dans le cas de mon procès, il y avait beaucoup de gesticulations du côté des défenseurs. Ceux qui étaient en face avaient un problème de communication. Et la base communicante, c'était pas déjà cela. Et la condamnation, quand on parle d'une condamnation, elle devient définitive, on peut acter. Mais une condamnation qui est suspensive n'est pas une condamnation. Docteur, est-ce que, puisque dans ce reportage, ce qui vous a marqué, c'est cette partie de la prison, est-ce qu'après cette incarcération, vous avez eu beaucoup d'amertume? Non. Jusqu'aujourd'hui encore, vous êtes amer ou... Non, j'ai pas eu d'amertume. Dans la rancune? J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a marqué, une très grande personnalité, à la prison du Pretoria. À l'époque, on passait par Rome pour aller en Afrique du Sud. À l'époque, il y avait dans le passeport, on écrivait sauf l'Afrique du Sud, en compagnie de Pius Diawé, nous avons rencontré ensemble. Donc, le vieux Nelson Mandela, j'ai tiré une leçon. Les grands hommes passent par l'aubergine. L'aubergine, ça veut dire que quelques obstacles. Bon, maintenant, est-ce qu'on est allé en prison parce qu'on a volé un pain dans une boutique? C'est autre chose. Mais si c'est pour défendre les intérêts de l'humanisme, pourquoi? C'est tout à fait normal, moi je dis. Je pense qu'entre les prélats qui sont en face et qui sont des inducteurs de la société camerounaise, quand j'appelle les prélats, le spécimen d'homme qui fait croire qu'il y a une société dans la société, qui peuvent tordre le cou à la loi, qui peuvent faire interpréter leur nouveau village, que j'appelle dans la tête. Ça veut dire qu'avec tout ce qui accompagne, je dis ça ne marche pas. Et pour moi, ça a été plutôt un bravo, parce que, vous savez, ce qu'elle n'a pas dit, il y avait 27 personnalités qui ont été citées dans le procès. 27 personnalités, le président de l'Assemblée, telle personne, tel machin, mais personne n'est venu. On n'a même pas vu celui qui était supposé être le plaignant. Le plaignant. Voilà. Alors, docteur, on ne va pas y passer la soirée. Pas du tout. C'était juste une virgule. Entrons donc dans le vif du sujet et actualité oblige. Parlons d'abord de ce discours du chef de l'État à l'endroit du fer de lance de la nation, à l'endroit des jeunes. Qu'avez-vous pensé de cette adresse à la jeunesse? Chronologiquement, la saisine du chef de l'État, c'est en fonction du temps. Le président Paul Biya, sans en être l'orateur principal de son institution de communication politique, le RDPC, je voulais prêter le flanc à cela, pour dire et m'entendre dire ceci. Le président de la République est ce qu'on appelle pédagogiquement
quelqu'un qui suit la société en fonction de sa marche. Parce qu'un homme politique, c'est ça. Et notamment le discours du 11, je voulais dire, février récent. Du 10 février. Non, le 10 février, je voulais dire. Ouais. Merci. 10 février, dont la veille du 11. D'accord. Je voulais m'entendre encore dire, comme je citais tout à l'heure, que le chef de l'État a poussé le bouchon. Il a eu, cette fois-ci, je voulais dire... Pensez-vous que ce discours a répondu aux attentes? Oui, je veux dire, ne vous ennuyez pas, je viens. Donc, il a poussé, pas le bouchon, mais le mythe, pour dire, jeunes, la société générationnelle politiquement, et on attend plus de vous, un développement, un engagement, quand un chef de l'État dit les prétextes ou bien fallacieux. Ça veut dire qu'il constate amèrement qu'en face, il y a une société qui est servie. On appelle ça une société virtuelle qui est servie aux jeunes. Et il lui-même dit non, cette virtualité ne doit plus continuer. C'est ce qu'il voulait dire en prenant les prétextes fallacieux. Parce que fallacieux veut dire quelque chose qui n'existe pas, une pensée. Avant d'en arriver là, voilà. docteur, permettez-moi, en commençant un discours et parlant de football, est-ce que vous avez le sentiment que le football résout les problèmes dans ce pays, surtout les problèmes de la jeunesse? Entre autres. Je vais vous dire pourquoi. Le football aujourd'hui dans le monde est devenu un métier. Qu'est-ce que vous pensez? C'est devenu un métier. C'est un métier même aujourd'hui solidairement lié à la politique de toutes les nations. Et il faut entrer dans l'overdose de l'actualisation. Parce que le Cameroun n'est pas un pays exclu. C'est pour cela aujourd'hui que vous allez voir les grands stades qui ont été construits. Et à l'aune de cela, le chef de l'État a bien voulu accompagner les jeunes. D'où son investissement personnel et ses appuis. Maintenant, il y a un jeune peut-être à qui on a cédé la fédération, par exemple, pour ne pas le citer. On y reviendra. Voilà. Maintenant, ce jeune, est-ce que qualitativement, avec son expertise, les attentes sont wait and see. Mais moi, je suis dans le départ de dire non. Parce que je suis celui, mon arbitrage n'engage que moi. Et je voulais le dire, le football est un métier aujourd'hui. Quels sont les problèmes que le sport résout dans ce pays? Le sport n'est pas... J'ai l'impression que vous pensez que c'est une distraction. Ce n'est pas une distraction, le football. Hein. Ça nourrit son nom. Pendant qu'on investit des milliards à construire des stades ou encore entretenir les équipes nationales, les jeunes manquent d'emploi cruellement. Est-ce que vous pensez qu'aux États-Unis, il n'y a pas de chômage ou bien en France? Le taux de chômage est accentué peut-être au fait des crises économiques et tout ça. Mais le problème du Cameroun aujourd'hui, est-ce que qualitativement, l'emploi sollicité par les jeunes, est-ce qu'il y a une qualité d'expertise qui peuvent entrer dans le marché de l'emploi? Parce que s'il y a un truc que moi je comprends peut-être. Être jeune ne veut pas dire seulement avoir l'emploi quand on n'était pas à l'école, on ne sait pas écrire son nom, on dit non, et bon, écoutez, il faut avoir des emplois. Tout le monde peut le faire. Les jeunes ont, la société a une obligation, éduquer, faire un transfert, par exemple de formation, à travers les jeunes. Mais là, il y a un rejet aujourd'hui. Et regardez le nombre de jeunes qui sont devenus, je voulais dire, des halogènes des réseaux sociaux. Parce qu'il faut dire les choses comme ça se doit. Aller dans les prisons, dans les milieux d'incarcération.
Vous posez le problème à la base, il faut toucher le mal. Il faut regarder ce qui se passe. Vous posez la question à un jeune, il va vous dire que moi je n'ai pas d'emploi parce que ma famille n'a pas pu me payer l'école. À qui la faute? Au gouvernement ou aux parents? C'est pour cela qu'à un moment, il faut prendre d'abord la responsabilité éducative à travers d'abord nos tanières, nos familles. Parce que ce problème où on présente aujourd'hui l'emploi jeune, comme si c'était la solution, c'est pas la solution, pas du tout. C'est pour ça que le chef de l'État a un moment dit la révolution verte à droite cité. Créer, penser, oser. C'est pas parce que vous êtes bachelier qu'automatiquement vous allez vous retrouver dans la bureaucratie. C'est ça la réalité. Tout le monde ne peut pas être journaliste. Bon, il y a... Maintenant, j'en viens. Il y a une épidémie qui est pathogène aujourd'hui au Cameroun, même pas pathogène, depuis les années de colonisation. Quand on vous donne un certificat de probation, est-ce que c'est un diplôme? Quand on vous donne un certificat de bachelier, est-ce que c'est un diplôme? Qu'est-ce qu'on cache? Donc, docteur, permettez-moi, parce que j'allais envoyer là-dessus. En 2024, le président de la République a déclaré la création de, je pense, 500 000 nouveaux emplois. Et lorsqu'il commence son discours à la jeunesse, en 2025, on se serait attendu quand même qu'on commence par parler de ça et parler de football. Bien entendu, est-ce que vous pensez que ça n'a pas frustré quelques-uns? Ce n'est pas tous les jeunes qui pourraient être intéressés. Encore qu'on a parlé des victoires. Des victoires, on en a connu bien avant. Ce n'était pas la première fois. J'ai dit tout à l'heure que je voulais faire l'emprunt statutaire de quelqu'un qui va porter le message du chef de l'État à travers son institution politique, le RDPC. Peut-être c'est un manque de dévouement dans cette institution, mais l'interpellation nous prête le flanc. Ça veut dire qu'il faut communiquer, parce que le manque de communication crée une overdose de manipulation. Quand vous le dites, vous dites le football, pour vous, pour certains, n'apporte rien dans une nation. Je dis non, c'est un métier. Je n'ai pas dit que ça n'apporte rien, bon, mais je dis dans un discours. Dans un discours. Mais dans un discours, et le discours est situé par rapport au temps. Quand on parle de 500 000 emplois jeunes, le dernier recensement s'est fait en quelle année? L'identification des foyers des jeunes aptes à travailler. Est-ce que ça se fait? Même dans nos propres familles, ça ne se fait pas. Hein? Parce que chacun pense qu'envoyer son enfant à l'école, c'est la réussite d'avoir un emploi, c'est faux. C'est pour ça qu'on s'auto... C'est-à-dire, il faut être même autodidacte. Ça veut dire se créer des emplois en fonction des opportunités. Docteur Baola, est-ce que le chômage des jeunes n'est pas aussi alarmant que ça? Quand on vous entend parler, on a l'impression que ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est la société. La priorité n'est pas indiquée pour certains. C'est comme si vous parlez qu'on va dissocier en disant que ceux qui vont aller en retraite ne doivent pas être pris en charge. La priorité est générationnelle. Oui. Place aux jeunes. Mais quel spécimen. Moi, je suis là-dedans. Parce que ne fuyons pas le débat. Le prototype, monsieur Biya, en tant que président de la République, arrive aux affaires, donne l'opportunité, par exemple, aux 1500 qui sont arrivés. Est-ce que vous savez que sur les 1500, 80% sont repartis en Europe? Hein? D'autres ont démissionné. Et pourquoi? Parce que simplement, le salaire n'était pas mérité. Comme si on pouvait plafonner le salaire français au salaire camerounais. C'est pas possible.
D'accord? La deuxième des choses, ceux qui sont restés se sont formatés et aujourd'hui sont des personnalités publiques respectables. Ça, c'est un cas que je donne. Dans les institutions, le FOGAPE, parce que moi j'ai des chiffres, hein. On lance une campagne, on dit emploi jeune. Emploi jeune à travers des entreprises. Ça entre dans la politique du renouveau. Et ceci, chemin faisant, le FOGAPE a fermé boutique. Parce que certains jeunes ont cru que c'était la bureaucratie de la réussite. Quand on vous donne 500 000 francs, on vous dit que vous avez monté un projet pour aller vendre, par exemple, des tomates que vous allez acheter à Fouban, ou je ne sais pas où. Vous allez leur vendre, vous prenez ces 500 000 là. Vous allez acheter une paire de tennis de 400 000, ou bien 200 000. Vous achetez des pantalons jeans. Et quand vous entrez, vous dites non, mais le projet a échoué. Je peux vous donner des cas et des cas comme ça parce qu'il y a eu un suivi. Il y a eu des détournements dans ce pays. Donc, l'âge variait entre 23 ans et 45 ans. C'était des jeunes qui le faisaient. D'accord? Il y a d'autres qui sont venus même avec des projets informatiques. Mais Président, on ne peut pas mettre tous les jeunes dans le même panier. Non. Si une frange des jeunes ont détourné, oui, cela ne peut pas... Je donne ça comme spécimen, ne veut pas dire que je rejette les jeunes. Non, pas du tout. Il ne faut pas qu'on utilise ça comme une arme. Est-ce qu'autour du président, est-ce qu'il n'y a que le président de la République qui doit s'intéresser à la situation des jeunes, ses collaborateurs, tous ceux qui sont en charge de la jeunesse n'en parlent pas. On sait très bien que toujours en 2024, on avait prévu 150 000 jeunes qu'on devait former aux nouveaux métiers. Et on n'a pas toujours le bilan. Et c'est pour ça que lorsqu'on entend un discours à la jeunesse à la veille du 11 février, on aimerait quand même avoir quelques lignes. Vous savez ce que ça m'amuse? J'ai une difficulté d'interpréter la vision, notre vision, que je vais appeler la vision mécanique avec la vision numérique. Nous pensons que tout revient à l'État et l'État devra prendre les engagements pour trouver des solutions intrafamiliales. Et ça, c'est dangereux dans une société. Ça veut dire simplement ceci. Mais encore plus dangereux, ce ne sont pas les annonces qui sont faites avant? Non, les annonces sont faites, les emplois sont créés. Combien de jeunes vont dans l'armée par an? Là, vous ne voyez pas que c'est les emplois concrets. C'est aussi les emplois concrets. Il faut aussi numériquement les évaluer. Combien de jeunes deviennent des grands officiers et qui paradent après le diplôme? Vous allez faire un concours, vous devez sortir le lieutenant. Ça veut dire que la prise en charge est faite au niveau primaire. Ce sont les emplois. C'est ça qu'il faut prendre aussi en compte. Maintenant, regardons combien de jeunes sortent, par exemple, à l'ENAM, au niveau de la magistrature, d'autres qui peuvent être des douaniers, d'autres des comptables. La multiplication, moi je suis par exemple dans une ville à Douala, où je sais que les jeunes peuvent pomper beaucoup d'immeubles dans un quartier, et qu'on va appeler un quartier multiplex riche. Écoutez, une société organisée, hein. Je suis pour une société organisée. Aux États-Unis, on ne parle pas des jeunes, on parle des citoyens. En France, encore moins. Parce que cette histoire de chômage, encore maintenant, on commence à dire, bon écoutez, ce n'est pas une arme pour détruire la société. Quand vous regardez les institutions, les assemblées et tout ce reste là, le débat n'est pas axé sur une qualité de personne. Quel est même ce pays où l'on pense qu'il faut chercher toujours un fléau quelque part? Nous sommes une société pluraliste. Depuis qu'on vous écoute, docteur Baola, on a l'impression que c'est les jeunes qui sont en cause. Pourtant, permettez-moi d'insister là-dessus, il y a 50 milliards à peu près qui ont été mis en place pour un programme d'insertion dans le secteur agricole. Et il n'y a que 20% de ces 50 milliards qui ont été utilisés jusqu'à présent. Vous savez ce qui m'a fait faire, c'est qu'on n'a pas de vrais chiffres. On n'a pas de vrais chiffres. Il y a des projets support. Il y a des projets entrants. Ça veut dire qu'il y a un budget
qui à travers le Minipat, on dit, bon, écoutez, on va encourager, disons que le secteur agricole, on met un dispositif de 200 milliards. Vous ne regardez pas ça. Quelqu'un prend de l'argent, on allait créer un champ agricole, il va créer une télévision. Parce qu'il est jeune. Il faut se cacher là derrière. Est-ce que vous savez qu'il y a aujourd'hui un problème de chevauchement et de compétences entre deux ministères tels que le ministère, par exemple, de pêche et le ministère de l'Agriculture. Parce que c'est des ministères qui portent des projets. Et ces projets sont animés par le gouvernement. Il faut trouver les moyens. Le gouvernement ne va pas donner de l'argent. C'est pas un problème de coordination. Ce n'est pas un problème de coordination, c'est un problème de moralisation. Je ne suis pas d'accord qu'on se cache derrière un certain âge pour poser des actes. D'accord? Nous sommes dans une société pluraliste qui, générationnellement, à chaque niveau, il y a une prise en charge. Oui, pour les jeunes, mais pour des jeunes qui ont la conscientisation et qui veulent construire, bâtir. C'est pas parce que vous avez eu un emploi, vous créez votre journal, vous allez le déposer dans les affaires de l'État pour dire j'attends l'aide à la presse. C'est une entreprise et une entité privée qui demande un système de fonctionnement qui est lié à votre génie. Donc, c'est un peu ça la réalité. Maintenant, si le chef de l'État, à la sortie de cela, pose problème, et il dit, vous avez vu l'exemple qu'on a pris, l'exemple d'un garçon de la rue, moi j'ai vu le reportage aussi, qui fait dans les champs, et qui, disons que, recrute maintenant d'autres de ses pairs. C'est parce que c'est un domaine qui n'est pas négligeable. Il faut s'auto-employer. Voilà le problème que nous avons ici. Il y a beaucoup de bureaucratie. C'est une honte d'avoir un bachelier ou un licencié qui va faire du pain. Ou bien on trouve que... il faut copier la France. Quand vous êtes bachelier et que vous travaillez dans une société d'enlèvement d'ordures, c'est un emploi. Le choix d'emploi au Cameroun, c'est sur la base de la diplomite. C'est ça le problème. Donc, il se pose un problème de recadrage au niveau du sens élevé du citoyen en ce qui concerne l'emploi. On ne peut pas s'autoriser et dire, comme j'ai mon diplôme, j'ai un doctorat, c'est pour cela que automatiquement il faut qu'on me donne un poste ministériel. Vous comprenez à peu près? Donc, pédagogiquement, nous sommes dans une société de diversité. Je suis pour les jeunes, mais pas des jeunes qui vivent dans le lucre de la pensée. Vous comprenez? Regardez la festivité aujourd'hui au niveau des médias et des réseaux sociaux. Pendant que vous parlez consensuellement pour construire, il y a quelqu'un qui a 11 ans, qui a 12 ans, qui est en train de dire des choses parce que il pense que il faut recadrer la moralisation jeune. Parce que, si je vous le dis, c'est parce que je suis très proche des jeunes. À un moment, il faut savoir regarder les choses en face. Quand vous dites qu'il n'y a pas les emplois, la classe jeune, par exemple, au niveau des assemblées, mais les gens prennent ce brassard pour faire des choses terribles. On parle quand même de 13,5% de taux de chômage. De taux de chômage. Non, écoutez, monsieur, quand évalué sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Quand on parle de 13%, on a axé ça sur le plan de l'économie, c'est quoi? Les 13% de chômage sont identifiés où? Ok. Le chômage, ça veut dire ceci. Quelqu'un qui ne travaille pas et il a plus de 18 ans est majeur, c'est ça? Et la société doit l'encadrer. C'est ça? Mais si la société doit t'encadrer, il faut que tu t'encadres toi-même aussi. C'est ça le vrai problème. J'ai parlé tout à l'heure du problème du diplôme, vous avez fait le faux fuyant, hein, j'ai vu. Vous ne voulez pas qu'on parle des diplômes parce que ça ne vous intéresse pas. Mais à partir de là, je peux dire qu'à la fonction publique, il y a une perte énorme. Vous n'avez pas de bac, on va vous fabriquer un bac, vous touchez l'argent de l'État depuis 10, 12 ans. Vous n'êtes pas un bon jeune. Pas du tout. Pas du tout. Et si je dis des choses,
Il y a l'opération Antilope. Moi, j'ai travaillé avec le directeur Ndile à l'époque. Je peux vous donner des repères. Sur 10 dossiers qu'on avait, il y avait 8 prédateurs qui étaient jeunes et qui posaient des actes avec des fausses canadiennes, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Moi, je ne suis pas venu me balader. Tout à fait. D'accord? Allez-y. Je peux vous citer, en dehors de l'opération Antilope. D'accord? L'État a lancé une campagne d'assainissement au niveau du fichier SOB parce que les gens avaient entourloupé. En cette date, il y a un jeune, le laboureur, celui qui est le dernier là-bas, il est quelque part là. Moi, je ne veux pas citer son nom parce que ça ne m'intéresse pas. Ils ont pris en otage la direction de SALT. Les gens se sont fabriqués des faux salaires. Il y a des journalistes dans les secteurs privés qui... Je vous mets mal à l'aise quand je parle de ça. Non, allez-y, docteur. J'ai l'impression que vous... Allez-y, docteur. Non. On a 52 minutes et donc j'essaie de faire... Oui, mais 52 minutes, mettez ça fois 2. Je ne suis pas venu me balader ici. Donc, voilà des cas que je cite. Vous allez regarder, il faut une dimension une redimension de moralisation. Que les gens sachent que les affaires publiques appartiennent à tous. La foncicisation foncière, vous en trouvez là-dedans. Vous trouvez dans les faux salaires. Vous trouvez toujours eux et encore eux. Et toujours eux. Il y a même d'autres qui vont jusqu'à dire vous ne savez pas de quelle boîte je me chauffe, je peux vous recadrer. Vous comprenez à peu près. Et moi, ça me fait beaucoup rire. Ce genre de jeune, ce n'est pas un spécimen apprécié. Nous avons avancé, docteur Bangola. Le président de la République a incité les jeunes à s'impliquer davantage dans la politique. Il le fait toujours. Oui, mais lorsqu'on regarde les dernières élections municipales, on se rend compte que 15% des candidats, seulement 15% des candidats étaient jeunes. Est-ce que cela reflète ce que le président lui-même signale dans ses discours? D'accord. Quand vous parlez des candidats de quoi? De la municipalité? Pour la municipalité, c'était quoi? Des candidats qui étaient prêts à être élus maires. Élus maires, oui, ok. Qui étaient destinés. Est-ce que l'orthodoxie a été respectée? Vous trouvez que c'est peu ou bien c'est beaucoup? C'est peu pour vous? C'est peu. Si c'est peu, ça veut dire que vous n'avez pas une bonne appréciation. Pas du tout. Si quelqu'un n'a pas un dossier qui passe, comment peut-il devenir conseiller municipal? Vous n'avez même pas acheté le timbre, ne serait-ce que sur la simple demande. Mais vous estimez que vous estimez que vous êtes écarté. Pas du tout. Pas du tout. Donc, moi, j'estime que chacun devrait être responsable à son niveau. Il n'y a pas une société à part pour les jeunes et une autre société pour la classe vieillissante. Non. C'est le canon de tous. Hein, que chacun à son niveau soit responsable et qu'on bâtisse tous. Parce que si les gens s'accrochent, quand vous voyez un chef d'État vient vous dire, on vous vend ce qu'on appelle le bluff. Ça veut dire qu'il a identifié que même certains de ses collaborateurs dans la maison vendent du bluff. Vous comprenez à peu près. Et il dit, attention, n'acceptez pas ces prétextes fallacieux et que ça n'a pas créé ce qu'on appelle des foyers d'hostilité qui vont détruire la nation. C'est tout à fait normal. Le recadrage que vous donnez, vous ne parlez pas des jeunes qu'on a armés. Ils se sont créés un boulot. C'est ça le Cameroun de demain. Aller dans les arbres et dans les forêts parce qu'on a encore la santé morale, on a la santé physique pour tenir une arme contre son pays. C'est ça la classe des jeunes. Ça, vous ne parlez jamais de ça. Quel spécimen? Il y a eu un moment ici, une réintégration. Tous ces jeunes qui ont réintégré, d'autres sont restés. Alors nous sommes dans une société séparatiste. Il y a des jeunes qui ont l'autorisation de détruire parce qu'ils sont venus chercher des emplois. Il y a la classe vieillissante qui doit partir parce que la société a ses obligations et les pousse au pied du large. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On va sortir de ce discours du président de la République pour parler à présent de cette expulsion imminente de ces 1736 Camerounais des États-Unis. Quelle est votre analyse?
Qui vous a dit qu'on va les expulser? Ou bien vous avez lu ça dans WhatsApp? Pas du tout. Je vous parle avec une voix autorisée. Donnez-nous votre avis là-dessus. Je vous dis parce que j'en sors. J'en sors. Justement, j'en sors, je vous dis. Il n'y aura pas de déportation. Ok. Le président Trump est un homme sage et républicain. Il n'y aura pas de déportation. Pourquoi? Pour deux choses. Pendant que les autres jeunes pensent que les autres peuvent aller à la glace comme M. Maola, nous on travaille pour notre pays. On n'attend pas les autorisations au préalable, on protège les intérêts de notre pays. Vous me comprenez maintenant? Il n'y aura pas de déportation. Ce n'est pas le ministre des Relations extérieures qui te parle, c'est le fils du président de la République qui te parle, Baola, le docteur Baola, parce que j'étais sûr.